Aujourd'hui, j'ouvre une bonne vieille bouteille de rouquin parce qu'on va parler d'un film français. J'ai beau avoir été biberonné au cinéma états-unien, alors je sais que c'est un mot qui agace beaucoup de gens, mais j'emmerde les conventions personnellement. Et puis je pense sincèrement que si on faisait un film français, et qu'on disait c'est un film européen, ça ferait chier tout le monde. Tu veux du Clacos ? Donc j'ai tété du Spielberg, du Scorsese, du Coppola, du Carpenter et bien d'autres. J'ai même tété du film italien, mais j'ai aussi beaucoup tété le cinéma français. Le débat serait vaste si on devait me poser la question de ce que j'en pense vraiment, mais je dirais simplement que notre cinéma est capable de faire de grands films, mais qu'il doit oser. On se cantonne toujours à faire des comédies, des polars, des films dramatiques, alors qu'on est capable de bien mieux. Les films d'horreur sont très rares, le fantastique faut creuser loin, et on a plus de chances de voir une licorne peinte en bleu qu'un film de science-fiction français. Et de temps en temps, on se retrouve face à un phénomène qui nous laisse penser que le cinéma français peut changer. Et puis après visionnage, on se dit qu'on aurait mieux fait de se passer les couilles dans une friteuse, plutôt que de perdre 10 balles dans une salle bondée en étant assis sur un fauteuil au dossier complètement défoncé par les coups de pompe des gamins shootés au sucre, et à l'assise dégueulassée par un 7-up négligemment lâché par un client somnolent devant le dernier film primé à Cannes. On s'y croirait. Il est dégueulasse ce vin. Aujourd'hui, on va parler de l'année du requin. L'année du requin, tiens, on va faire un truc. Sur Allociné, ils présentent le film comme une comédie d'horreur et d'action. Retenez bien ces 3 mots, hein. C'est donc un film cocorico français sorti le 3 août 2022 qui a été réalisé par Zoran et Ludovic Boukerma, tous deux issus de la première promotion de l'école de la Cité du cinéma, fondée par Luc Besson. Et ils ont à leur actif 3 films sortis au cinéma. Willy Ier, Teddy, qui leur a valu pas mal de prix, et L'année du requin, leur plus gros budget à ce jour, et celui qui a fait le plus d'entrées. Le film se déroule dans la ville fictive de La Pointe, en Gironde. Et tout commence avec un mec qui fait du paddle et qui demande à Cyril d'envoyer un message à sa femme. Attends-moi sous la pergola toute nue. Je te mangerai toute crue. Ça, il aurait peut-être pas dû le dire. Dois-je l'envoyer ? On fait ensuite connaissance avec 2 personnages très importants de ce film. Le narrateur. Il s'était jamais rien passé ici à La Pointe. Personne n'était jamais devenu célèbre. Alors lui, va falloir vous y faire parce qu'on l'entend souvent. Hein. Et Maja, la maréchale des logis-chefs de la brigade maritime, qui ne vit que pour son boulot. Si on fait rien, il va y avoir un drame. Tu sais ce que je crois? Gendarme de France, soldat de la loi. Et doit prendre sa retraite dans une semaine. Sauf que sa dernière semaine risque d'être riche en émotions, puisque après avoir dépanné 2 touristes allemands... Non, pas quelque chose tapé bateau. Bateau tapé dans quelque chose. Banc de sable, zone navigation interdite. Ah, la gentillesse française. Son bateau est percuté par un requin. Elle en parle à son supérieur, qu'en a strictement rien à foutre. Y a pas de requin en Gironde. T'as tapé dans un banc de sable. Apparemment, les bancs de sable, c'est une excuse pour tout chez eux. Apparemment, le type a été découpé à la tronçonneuse et coulé dans du béton avant d'être jeté à la mer. D'après vous, qu'est-ce qui a fait ça ? Sûrement un banc de sable. Et avant de mourir, il a dit « donne-moi 5%. » Encore ? Alors pour vérifier ses dires, elle va voir l'état du bateau que les 2 touristes avaient loué. Mais il semblerait qu'elle ne se soit pas trompée. Pas mal comme morsure. Mais difficile de persuader tout le monde, à commencer par ses collègues. Oh, attends, à ton âge, avec la canicule, là, faut s'hydrater toutes les heures. C'est très drôle, Blaise. C'est très fin. Sauf que tout change lorsque le dirigeant du parc aquatique les appelle parce que ça pue. Je suis pas un expert, mais pour moi, ça sent la merde. Pendant que Blaise et Eugénie écoutent le patron déblatérer ses histoires, Maja tombe sur la jambe du paddliste. Je sais pas si ça se dit. Elle emmène la guibole chez le légiste qui lui apprend un fait intéressant. En France, les sardines ont 53 vertèbres. Plus on descend vers le sud, plus elles ont de vertèbres. Bah, d'accord, mais ça nous avance à quoi de savoir ça ? Celle-ci, elle a été pêchée à la pointe, elle a 59 vertèbres. Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Le genre d'animal qui fait des blessures comme celle-ci a une mâchoire qui fait au moins 1,20 m de diamètre. 1,20 m ? Non mais vous êtes complètement ciré ou quoi ? Ça là, la morsure, ça fait 1,20 m ?
Ça me rappelle les Dents de la Mer 3, tiens. La morsure atteint presque 1 mètre de large. Ne dites pas de sottises. Ça voudrait dire un requin d'à peu près 9 mètres de longueur. Si je suis la logique, un requin de 9 mètres a une mâchoire de 1 mètre de large. Ça veut dire qu'un requin qui a une mâchoire d'1 mètre 20 de large, il fait quoi, 10 mètres 80? Ils sont gros les requins en Gironde, hein. Donc il y a un requin dans les eaux de la Pointe. Un requin géant, pardon. Ah oui, il fait 11 mètres. Donc les plages sont fermées, les commerces s'engueulent, il y a des réfractaires. Moi ça fait des années que je viens faire mes longueurs, mais depuis quelque temps on a décidé de m'emmerder. La vache, ce tarin qu'il a, lui. L'année dernière, c'était le coronavirus. Cette année, c'est le requin. Eh, s'il nage sur le dos, c'est lui qu'on va prendre pour le requin. Il y a des gens qui n'y croient pas. À part des roussettes et des peaux bleues, j'ai jamais vu de requin à la Pointe. Bref, on a déjà vu ça partout, autant dans des films qu'en vrai. Et c'est le jour tant attendu du départ à la retraite de Maja. J'ai réfléchi. Je peux pas partir comme ça. Je peux pas partir tant que les gens sont pas en sécurité. Ah, bah non, finalement. Et du coup, même si ça déçoit ses collègues, le plus déçu là-dedans, c'est son mari, Thierry. Déjà parce qu'il avait organisé une soirée au restaurant pour fêter ça, mais aussi parce qu'il se dit qu'un requin, ça s'attrape pas comme ça. Et du coup, l'autre, elle risque de se rajouter 2 ou 3 trimestres. Le lendemain, la voilà partie avec Blaise et Eugénie à la pêche au requin. Ils appâtent et attendent. Lui est harnaché à son fauteuil et tient fermement sa canne, pendant que ses 2 collègues testent le radar et papotent boulot. Sauf qu'elle ne voit pas arriver le squale qui arrache Blaise de son fauteuil, mais heureusement, elle lui porte secours à temps. Bon, je vais pas mentir, à ce moment-là du film, j'ai un peu ri. Elle le ramène in extrémiste sur le bateau. Oh, ça nage un petit peu de traviole tout ça. Et comme il reste dans le coin, Maja réussit à l'endormir. J'ai 2 questions. La première, comment se fait-il qu'elle l'ait touché au ventre alors qu'elle le visait du dessus? Et la deuxième, comment se fait-il qu'il flotte? Parce que les requins sont dépourvus de vessie natatoire, ce qui fait que quand ils arrêtent de nager, ils coulent. Ah, ça va, c'est un film. Français. Français le film. En voyant l'animal, les habitants sont sur le cul. 40 ans que je pêche ici. Des roussettes, j'en ai vu. Des peaux bleues, j'en ai vu. Mais ça, j'ai jamais vu. Maja est une héroïne. D'ailleurs, on apprend grâce à ce journal que le requin est un requin bulldog. Et c'est enfin le moment pour elle de partir à la retraite. Eh, attends une minute, pourquoi il y a un des 2 drapeaux qui flotte pas? Oh mon dieu, ce film est un faux! Il a pas réellement été tourné sur la Lune! C'est un complot! Un complot! Nous sachons! Mais il est ma boule. Un complot! Donc Maja part à la retraite. Vous savez, c'est bête, mais je pense que si on m'avait pas dit que c'était un film français, je l'aurais deviné tout seul. Parce que le personnage principal qui part à la retraite sur une chanson qui s'appelle La Kiffance dans un Mégane scénique, ça m'aurait mis sur la piste. Le lendemain, Maja et Thierry se prélassent sur le sable, tout le monde est heureux, les enfants jouent dans l'eau, les vendeurs ambulants distribuent de la bouffe infâme à des touristes gavés de crème solaire, certains applaudissent Maja parce qu'elle a sauvé la ville, hein, mine de rien, mais comme il reste encore 45 minutes de film, le requin s'évade de sa prison de fer et croque le mec au gros tarin. Provoquant une véritable scène de panique. Voilà, grossièrement, c'est une dizaine de personnes qui courent vers la plage. Et là, tout bascule pour Maja. Les gens qui l'applaudissaient la traitent maintenant comme la dernière des dernières, sa voiture est vandalisée, elle est menacée sur Twitter, alors qu'elle cherche à attraper le requin elle-même avec une cage de sa fabrication, quelqu'un lui met un faux requin avec un panneau assassin dessus, et elle se fait même tabasser par les fils du nageur. Autrement appelé Carlo le Calamar et Gonzo des Muppets. Mais cet incident est celui de trop. Le passage à l'acte les a fait réfléchir tous les deux, alors ils s'installent dans un camping pour être tranquilles. Sauf que le requin frappe de nouveau, et c'est le gérant du parc aquatique qui en fait les frais. Sauf que cette fois, c'est pas Maja qui va essuyer les plâtres, puisque la mairie a fait appel à des experts réunionnais. Mais ils sont aussi efficaces qu'un requin sans dents. Alors décidée à repartir en mer chasser le requin, elle attache Thierry au canapé, parce qu'il voulait l'en empêcher. Tu te rends compte que je m'inquiète? Qu'est-ce que je fais moi si tu pars à la pêche? Je vais me coucher, tranquille. Eh ben non, ça marche pas comme ça.
Moi, si je te perds, j'ai tout perdu. Oh. Il était temps que tu te secoues la nouille, toi, hein? Depuis quand t'es écolo, toi, d'abord? Ça fait 25 ans que tu roules au diesel. T'as acheté des Kit Kat et des Kinder Country. Tu veux jamais aller chez Naturalia? Bon, par contre, j'ai vu un petit peu moins bizarre comme plaidoyer. Elle bricole une cage anti-requin, fait le plein d'appât et charge le bateau. Mais elle n'ira pas seule. On va avoir besoin d'un plus gros bateau. Ah, j'ai la ref. J'ai la ref. J'adore le vieil homme et la mer. Les voilà donc tous les trois partis à la recherche du tueur aux grandes dents. Et comme dans tous les films de ce genre, l'animal arrive direct, alors qu'il s'est fait désirer pendant 1h10. Par contre, il est pas venu pour écailler les dorades. Eugénie tombe à la flotte, mais comme le bestiau est mou de la nageoire caudale, elle a le temps de remonter. Par contre, Blaise a la bonne idée de sauter sur le dos du requin pour le planter. Je sais pas trop pourquoi, mais il le fait. Et malheureusement, il disparaît avec lui dans les flots. Maja n'a alors pas d'autre choix que de descendre dans la cage pour tuer le requin. Eugénie lui donne un harpon, et la voilà dans l'eau. Ah bah il est revenu. À moitié. Occupée à regarder les restes de Blaise disparaître dans les profondeurs, Maja ne voit pas le requin se jeter sur la cage. Le choc coupe son arrivée d'air et malgré les coups de harpon, pas moyen de s'en sortir. Et en plus, elle s'évanouit. Par chance, Eugénie est ingénieuse et comprend lorsqu'elle remonte la moitié de la cage que Maja est en danger. Elle plonge et la sauve de la noyade. Et tout ça sans savoir où est le requin et où est-ce qu'elle doit aller, parce qu'il fait tout noir. Et comme elle en a ras-le-bol, elle prend le lance-fusée et tue le squale. Bon... Apparemment, c'est mieux de pas nous montrer ce qui nous intéresse le plus. La bête est vaincue, un vibrant hommage est rendu à Blaise pour son courage, sa connerie plutôt, et notre héroïne rentre chez elle satisfaite. Ah bah il est où l'autre? Ah oui, je vois. Pour tenter de sauver Maja, Thierry a arraché l'accoudoir du canapé et a pris un bateau. Mais c'est pas simple de conduire avec un demi-canapé sur le bras. Mais l'accident est bénin, et après un bon rétablissement, Thierry et Maja coulent des jours heureux. Cette année, c'était celle du requin. L'année prochaine, ça sera autre chose. Ah mais c'était lui la voix off? Oh non, mais c'est lui qui aurait dû mourir au parc aquatique. Ah bah au moins l'autre, il sait jouer. Bon, je vais pas mentir, hein. La première fois que j'ai vu le film, j'ai crié au navet. Il est long et chiant ce film. Mais bon. Apparemment, le deuxième visionnage me l'a rendu un peu plus sympathique. En fait, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le visionnage de leur deuxième film, Teddy, qui au passage est plus prenant que l'année du requin, mais bon, il exploite pas son plein potentiel. Et apparemment, leur truc, c'est de se concentrer sur les rapports entre les humains, tout en créant des cassures dans le rythme pour osciller entre les genres. Et une chose qui leur tient à cœur, c'est de mêler des acteurs confirmés à des acteurs non professionnels, histoire de créer des échanges décalés, où les gens cherchent leur texte, se trompent un peu... Enfin, c'est plus spontané pour eux. Mais c'est gênant aussi. Parce que autant il y en a qui se débrouillent bien... C'est ridicule, on nage en plein délire, c'est de la science-fiction. J'ai récupéré 500 € et j'ai 1000 € de réparation. Ils vont me couler. Autant il y en a avec qui c'est un peu compliqué. Hein. Mon cher, c'est toi, tu vas faire encore un malaise. C'est pas normal de retrouver une sardine avec 59 vertèbres dans notre département. Clairement, on n'est pas les mieux placés pour parler de ça, parce que ce soit dans les sketchs ou dans les fictions, on n'est pas au top niveau jeu d'acteur. Mais pour une voix off, c'est quand même hyper important de prendre quelqu'un qui sait jouer. Par exemple, écoutez ça. Elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains, briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Maintenant, écoutez ça. La pointe partait en sucette. La tristesse d'avoir perdu des vies avait laissé place à la colère. Il n'y a pas photo, on est d'accord. Clairement, à tout prendre, je sais pas si je préfère pas la voix off de Carnosaur. Leur humour aussi est particulier, c'est à mi-chemin entre l'humour anglais et la parodie américaine. Par moments ça passe, mais ça laisse souvent une impression de bizarrerie. On sait pas trop comment le prendre ce film. Même sur la mise en scène, c'est déroutant. Par moments, il y a des scènes d'action avec de super idées de plans, et puis d'autres fois, ça manque de rythme. On se contente d'un plan grue, lent, et sans vraiment d'enjeu, sans que ça nous mette dedans. Alors évidemment, quand on fait une analyse du film, on ferait toujours tout mieux que les réals. Mais je trouve que la dernière scène d'action manque vraiment d'un petit quelque chose, histoire qu'on retienne notre respiration. Une autre chose qui me marque dans leur cinéma, c'est qu'ils jouent beaucoup sur la suggestion.
En interview, ils expliquent que c'est un choix. Bon, personnellement, je pense que c'est aussi une nécessité, puisque le budget ne permet pas de tout montrer. Par contre, pourquoi vouloir cacher une partie de l'affrontement final ? Déjà, il fait nuit, donc on voit pas grand chose, ça vous permet aussi de tricher un petit peu par rapport à l'allure du requin, mais sans rire, au bout d'un moment, laissez-nous un petit peu voir le film. Rappelez-vous, dans Godzilla 2014, cette scène-là, c'était frustrant. Mais par contre, à la fin, on voyait tout, et ça, c'était libérateur. Alors que là, c'est frustrant du début à la fin. Après, je comprends la démarche de ne pas montrer au spectateur ce qu'il attend. Parce qu'effectivement, avec tous les films qu'on bouffe tous les jours, on est formaté. On sait qu'il doit se passer telle chose à peu près tel moment, et puis ça doit finir comme ça. Mais à force de rien montrer, tu finis par perdre ton public en fait. Par contre, j'avoue que je suis un petit peu sensible aux divers messages du film, parce qu'il se moque volontiers de notre société. Les gens qui changent d'avis comme de chemise au sujet de Maja, qui est applaudi puis conspué, ça fait un peu écho à la situation du corps médical pendant et après le Covid. D'ailleurs, c'est la première fois sur la chaîne qu'on parle d'un film qui a été tourné pendant la pandémie. On y voit aussi le mal que peuvent faire les réseaux sociaux et les médias, on peut voir aussi la sottise des gens qui ne croient plus en rien et remettent absolument tout en doute. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce dialogue de la voix off. Les anti-requins, les pro-requins, ceux qui veulent surfer, ceux qui veulent pas que leurs enfants surfent. Et à la fin, on sait même plus contre qui on se bat. Bon, sinon, est-ce qu'il y a un requin dans votre film de requin ? Hein ? Ouais, il y en a un. Et il y a pas mal de choses à dire dessus. Déjà, on nous parle d'un requin géant. Ça, c'est un requin géant. Ça, c'est un requin géant. Ça aussi, c'est un requin géant. Mais ça, c'est un requin tout ce qu'il y a de plus ordinaire. D'ailleurs, c'est censé être un requin bulldog, mais il a plus l'air d'un grand blanc. Pour le fabriquer, les deux frères ont fait appel à Pascal Molina, qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Jeunet, notamment en tant que maquilleur sur Un long dimanche de fiançailles, et qui a été superviseur des effets spéciaux sur La Cité des Enfants Perdus et Big Bug, que je vous conseille, parce qu'il est visuellement génial, et aussi parce qu'il critique notre dépendance à la technologie. Et on peut voir sur son CV pas mal de grosses productions françaises et états-uniennes. Vatel, Les Rivières Pourpres, Astérix 1, 2 et 4, ah ouais, Au service de Sa Majesté. Ce film de 2012 qui a coûté 61 millions d'euros, dont les effets numériques sont dignes des productions Asylum de la même époque, mais qui était faite avec 1 million d'euros. Bref, il a bossé sur Belphégor, Le Petit Pousset, La Mémoire dans la peau, Sa Majesté Minor, Dante 01, qui est un des rares films de science-fiction français, Le Transporteur 3, et prochainement on pourra apprécier son travail dans Le règne animal. Et franchement, quand il en a les moyens et la possibilité, il fait du super boulot. Mais là, sur l'année du requin, tu sens que le film a coûté que 4 millions d'euros. Le requin est arrivé après 7 semaines de préparation sur le tournage. Et il a été quand même bien pensé, parce que son corps est couvert de cicatrices, il a les yeux vairons, mais en fait, comme on le voit presque pas pendant le film, du coup, c'est pas plus utile que ça, quoi. Surtout qu'à côté de ça, il est pas exempt de défauts, Sa façon de nager me rappelle vite fait son cousin attardé américain, il a constamment la gueule ouverte, apparemment il peut pas la fermer, alors que pourtant, l'armature de l'animatronique était prévue pour. Une fois qu'on enlève sa peau en silicone, on retrouve un animatronique comme on les aime sur cette chaîne. Son squelette était une armature en métal au centre de laquelle se trouvait un caisson étanche qui protégeait des électrovannes chargées de commander les vérins qui animaient la tête, la queue et tout le sein Bataclan. Pour la mobilité, ils n'ont pas utilisé une plateforme et un bras articulé comme pour les Dents de la Mer, mais un tuyau d'une 40aine de mètres dans lequel passaient les alimentations électriques et pneumatiques. Celui-ci était relié à une plateforme où officiaient jusqu'à 4 opérateurs. La propulsion de l'animal était assurée par un jet ski. Pour avancer vite, il mettait les gaz, et pour aller doucement, il réduisait l'allure. Et bien sûr, le tuyau a été évidemment effacé par ordinateur. N'empêche, ils se sont quand même creusés pour le faire, ce requin. Mais bon, je pense que s'ils avaient eu un petit peu plus de budget, ça aurait pu être mieux. Bon, en même temps, ça se comprend que le budget soit faible, parce que quand on fait un film de ce genre en France, il faut mieux jouer la sécurité. Parce que concrètement, on n'est pas sûr de revoir la couleur de son investissement. Et d'ailleurs, je crois que là, c'est le cas. Parce que le film a fait à peu près 140 000 entrées, en France. En même temps, il est sorti dans l'indifférence générale, donc du coup, ça aide pas. Et si vous vous rappelez du calcul que je vous ai montré dans Van Helsing, vous pouvez arriver à savoir combien d'argent ils ont perdu. Par contre, musicalement, le film est bon, je trouve. On n'est pas tout à fait sur une bande originale narrative, mais les thèmes sont de qualité. Et je la trouve limite trop qualitative pour le film. Ça sent pas les vacances, ça ? La plupart des morceaux ont cette mélodie estivale en toile de fond qui est pas désagréable à entendre.
Et la BO prend aussi très souvent des airs d'épouvante, qui sont d'ailleurs réussis. Même le thème de Maja est bon. Il y a des échos de rigueur militaire tout en étant décalé comme le personnage. D'ailleurs, Marina Foïs la joue vachement bien, hein, à tel point qu'on se demande si elle est pas morte à l'intérieur. Alors, je sais que c'est le rôle qui veut ça et qu'avec le style du film, ça colle, mais il y a des moments où on se demande vraiment si c'est pas juste une coquille vide, quoi. Pour dire que je commence à avoir un certain âge, je me rappelle des débuts de Marina Foïs sur Canal+, dans la troupe des Robins des Bois. Très décalée, drôle et folle, ses premiers rôles ont surtout été comiques. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Le Raid, Mais qui a tué Pamela Rose, Un ticket pour l'espace, mais par la suite elle s'est illustrée dans des drames comme Darling, L'Immortel, Police, mais pour faire simple, c'est une actrice aux multiples facettes qui a une carrière très remplie, dont je connais pas grand chose puisque les films français ne sont pas toujours ce qui m'intéresse au cinéma. Difficile d'être passé à côté du phénomène Kad Merad. Alors bien sûr, il a formé avec Olivier Barou le duo Kad et O, mais c'est avec les choristes et surtout Bienvenue chez les Ch'tis qu'il a accédé à une notoriété colossale. Là encore, on est sur un acteur avec une carrière immense, inégale parfois, mais riche et variée. Face à ces deux grands noms du cinéma, il y a deux petits nouveaux. Jean-Pascal Zadi, qui, avant son film Tout simplement noir, a enchaîné pas mal de petits rôles, comme dans Le Crocodile du Botswana, Taxi 5, Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, mais plus récemment, il est apparu dans Coupé de Michel Hazanavicius et Fumer fait tousser. Et avant de se lancer dans le cinéma, il a fait partie d'un groupe de rap appelé La Cellule, qui officiait à Caen. Et apparemment, il est originaire d'If, dans le Calvados. Non, je sais que vous vous en tamponnez, hein, mais en fait, comme moi je viens de là-bas, je me dis que c'est marrant de penser que j'aurais peut-être pu le rencontrer un jour. Remarque, je l'ai vu dans Paris il y a pas longtemps. Oh, ça va, tu vas pas nous partager ton historique Waze non plus. Et au milieu des novices et des non-professionnels, il y a Christine Gauthier, qui en est à son deuxième film, puisqu'elle avait déjà tourné avec les frères Boukherma dans Teddy. Bon, pour conclure, L'année du requin a essayé, mais n'a pas vraiment réussi. Alors après, je peux pas en vouloir aux frères Boukherma, parce que, pour une première fois, ils s'en sont quand même vachement bien sortis. L'exercice est périlleux, et puis bon, il faut que quelqu'un se sacrifie pour pouvoir amener le genre en France. Reste à voir ce que Xavier Jeance va faire avec son requin dans la Seine, quoi. Bon, sinon, pour la semaine prochaine, on verra deux grosses bestioles en images de synthèse se foutre sur la gueule. Et en plus, elles viennent de deux licences dont on a déjà parlé dans Les Monstres de l'été. sulla pancia.